Bienvenue. Vous êtes-vous déjà demandé si un nom, une simple histoire datant du XVIIIe siècle, pouvait encore avoir un impact sur les champs de bataille d'aujourd'hui? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer avec l'incroyable héritage Potemkin. Alors, imaginez un prince russe, un village en carton-pâte et un navire de guerre en pleine mutinerie. Quel peut bien être le lien? À première vue, ça n'a absolument aucun sens. Et pourtant, la réponse, en fait, elle tisse un fil rouge à travers les siècles, un fil qui nous mène de l'empire des tsars à la propagande de l'URSS, pour atterrir en plein cœur de la géopolitique actuelle. Au cœur de tout ça, il y a une expression que vous avez peut-être déjà entendue, le village Potemkin. C'est l'idée de construire une belle façade, une illusion, pour cacher une réalité beaucoup moins glorieuse. Retenez bien ce concept, parce qu'il est la clé de tout. Pour comprendre d'où vient ce mythe, il faut d'abord qu'on fasse connaissance avec l'homme qui, bien malgré lui a donné son nom. Grigori Potemkin, ce n'était pas n'importe qui. C'était une figure absolument centrale de la Russie du XVIIIe siècle. D'abord amant, puis l'ami et le conseiller le plus puissant de l'impératrice Catherine II. C'était lui, le grand architecte de l'expansion de l'Empire vers le sud. Il a littéralement fondé des villes dont les noms résonnent encore aujourd'hui. Kherson, Sébastopol. Sa plus grande mission, ça a été de développer ce qu'on appelait la Nouvelle Russie, un immense territoire qui correspond en gros au sud de l'Ukraine actuelle. Après l'annexion de la Crimée en 1783, il a lancé un projet pharaonique pour peupler et moderniser ces terres sauvages. Et c'est justement là, dans ce contexte de construction d'empire, que va naître la fameuse légende qui colle à son nom. On est en 1787. Catherine la Grande décide de faire un voyage spectaculaire pour inspecter ces nouveaux territoires. C'était une véritable opération de communication conçue pour en mettre plein la vue aux ambassadeurs étrangers et affirmer la puissance de la Russie. Alors la légende, celle qui a fait le tour du monde, c'est que Potemkin aurait fait construire des villages entiers en carton-pâte le long du fleuve, juste pour impressionner l'impératrice. La réalité historique, elle, est un peu plus nuancée. Les historiens s'accordent à dire qu'il a surtout enjolivé ce qui existait déjà. Des façades repeintes, des fêtes grandioses. Mais l'idée de village entièrement faux, c'est très probablement une invention, une fake news lancée par ses rivaux politiques. Mais au fond, peu importe si c'est vrai ou faux, l'idée d'une façade trompeuse était tellement forte, tellement parlante, qu'elle a complètement dépassé la réalité. Le mythe est devenu bien plus puissant que l'histoire elle-même. Avance rapide d'un peu plus d'un siècle. Le nom de Potemkin va faire un retour fracassant sur le devant de la scène, mais avec un sens complètement retourné. Oubliez le prince et ses manigances impériales. Au début du XXe siècle, Potemkin devient un cri de ralliement, le symbole de la révolte contre le pouvoir des tsars. Et tout ça, c'est à cause de ce film mythique, Le cuirassé Potemkin. C'est une commande du tout nouveau régime soviétique, réalisé par le génial Sergueï Eisenstein. Le but? Glorifier la première tentative de révolution en 1905. Et c'est un coup de maître. Le film est une prouesse technique qui transforme un événement historique en un mythe fondateur pour l'URSS. C'est fascinant de voir à quel point un symbole peut être malléable. Le même nom qui incarnait la tromperie d'un empire est réutilisé pour devenir l'emblème de la lutte du peuple contre ce même empire. Un retournement à 180 degrés. Ce qui nous amène tout droit au XXIe siècle. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle, le prince, l'empire, la propagande et la Crimée, vont s'assembler de manière assez spectaculaire. Écoutez bien cette phrase, prononcée en 2014. Le concept même de Nouvelle Russie, celui de Potemkin, est ressorti des livres d'histoire pour justifier des actions bien réelles. Là, l'histoire n'est plus un simple récit du passé, elle devient un outil politique, une arme. Et à partir de là, les événements s'enchaînent à une vitesse folle. En moins de 4 mois, on passe d'une crise politique à Kiev à une prise de contrôle militaire, un référendum contesté et une annexion formelle. Mais il y a un détail, un tout petit détail qui en dit long. Regardez cette médaille commémorative russe. La date de début de l'opération qui est gravée, c'est le 20 février, soit avant même que le président ukrainien ne soit chassé du pouvoir, ce qui laisse penser que l'opération était planifiée bien à l'avance. Et une fois annexée, la Crimée n'est pas restée inactive. Elle a été massivement militarisée, transformée en ce que certains experts appellent un cuirassé insubmersible, une base avancée pour projeter la puissance russe bien au-delà de la mer Noire. Et on ne parle pas juste de quelques soldats, on parle de systèmes d'armes de pointe, des missiles Iskandar qui peuvent emporter des têtes nucléaires et des bombardiers stratégiques. Leur présence change complètement l'équilibre militaire de toute la région, de la mer Noire jusqu'en Méditerranée.
Et au milieu de tous ces grands enjeux stratégiques, il ne faut jamais oublier la dimension humaine, notamment la situation des Tatars de Crimée, un peuple autochtone qui avait déjà subi une déportation de masse sous Staline et qui se retrouve à nouveau sous une forte pression depuis 2014. Alors au final, que retenir de toute cette histoire? Comment un simple nom a-t-il pu voyager à travers les siècles pour servir des causes si radicalement opposées? En fait, le parcours du nom Potemkin nous apprend une chose essentielle sur la puissance des récits. Ce nom a servi à construire un empire, puis à le décrédibiliser. Il a été utilisé pour forger une idéologie révolutionnaire et enfin, comme argument historique pour justifier une guerre. Chaque époque se l'est réappropriée, prouvant que les symboles ne font pas que décrire le monde, ils aident à le façonner. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et pas des moindres. Si le passé lui-même devient un champ de bataille, si l'histoire est une arme, quel récit a une chance de l'emporter à la fin, le plus vrai ou simplement le plus puissant?